bien leur donner les compétences avant de les donner les compétences transversales, des compétences solides. Donc, débattre sur des règles, simplement dire que les étudiants vont voir ça comme un jeu, et de toute façon, ce jeu va être tiré par des ficelles par le haut, par des professeurs, qui eux auront la véritable influence des directeurs, par exemple. Donc, vraiment, deuxième argument, c'était ça, débattre sur des règles. Je vais passer maintenant à la réfutation, la réfutation des arguments. Alors, on me dit, le premier volet, c'est long terme. Ah oui, des réformes long terme. C'est une clé qui ne veut absolument rien dire. Apprendre. Toute participation est vraiment des moments critiques. Ah, peut-être au contraire, ça devrait même devenir, ils vont devenir cyniques. Parce que finalement, même s'ils ont créé un syndicat, les syndicats n'ont aucun pouvoir pour justement faire quoi que ce soit. Fait au contraire, à place d'avoir une potentialité pour la politique, ils n'auront aucun pouvoir. Ils vont dire, ben voyons non, je peux rien faire, les profs ont tout le contrôle, la politique est supérieure à moi, tout le contrôle. Seulement, je suis vraiment quelqu'un qui n'a vraiment aucune influence et qui n'a aucune faculté d'être capable de donner son opinion. Donc vraiment, on donne l'effet inverse que l'effet souhaité par le gouvernement. Donc on n'est pas optimiste et s'insurger plus tard en politique, on a des cyniques auxquels il n'y a aucune faculté de défendre leur intérêt. Donc voilà. Ensuite, l'autodéfense, les chefs syndicaux, vraiment, on dit cet argument d'autodéfense, les chefs syndicaux, comme s'il n'y avait même pas les professeurs, comme s'il n'y avait même pas l'école, comme s'il n'y avait même pas les commissions scolaires, comme s'il n'y avait rien, il y avait juste les étudiants. Ok? C'est pas juste les étudiants de primaire qui sont au primaire, il y a tout un système qui encadre ça, qui sont formés pour le faire, qui sont capables de donner une instruction compréhensive et détaillée pour les enfants. Et là, on veut justement laisser libre arbitre à des enfants qui commencent l'école à peine. Donc, vous voulez vraiment leur donner cette illusion. En fait, tout ce que vous leur donnez, c'est que, eh bien, vous pouvez simplement être individualiste, un petit syndicat, vous ne pouvez même pas travailler avec les professeurs, mener les commissions scolaires, ni rien. Vous les formez comme, vous les closez atomiquement dans la société, comme si finalement, on n'avait aucune influence ailleurs. Ensuite, on a parlé du transfert de compétences, centralisation. Il n'y a même pas de transfert de compétences, justement. Il n'y en a aucun parce que les compétences sont toujours tirées, comme mon deuxième argument l'a très bien montré, tirées par les professeurs qui ont beaucoup plus de pouvoir, qui ont beaucoup plus d'influence et qui vont nécessairement donner le pouvoir contre les étudiants, les syndicats étudiants. Donc, vraiment, le gouvernement doit vous prouver, Monsieur le Premier Président, doit vous prouver que ces syndicats-là vont véritablement avoir un effet quelconque à long terme, peu importe ce long terme ce qu'il veut dire, long terme, ça veut dire dans 20 ans, 30 ans, on ne sait pas. Donc, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, écoutez-moi, l'opposition détruit absolument le gouvernement avec cette réforme que j'espère, il faut commencer à trouver ça au Québec. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, visiblement, on est devant une opposition qui ne comprend pas c'est quoi le rôle de l'école. Le rôle de l'école, c'est pas seulement de donner des compétences, c'est pas seulement de donner de l'apprentissage, des connaissances, apprendre à compter. Le rôle de l'école est aussi d'être un lieu de socialisation. C'est par cette socialisation que chaque enfant acquiert des compétences. Et ce qu'on donne, ça n'a aucun rapport avec la réforme. Ce qu'on donne actuellement, c'est un mode pour permettre aux enfants de se responsabiliser par eux-mêmes. Et justement, toute la critique de l'opposition qui était que le rapport de force est trop gros du niveau des professeurs, mais c'est exactement ça qu'on essaie de casser par cette réforme-là. C'est exactement ça qu'on essaie de mettre en place, changer le rapport de force. Et mes arguments vont vous montrer pourquoi, d'une manière vraiment plus pragmatique, à court terme, on change ce rapport de force-là et on ne le déstabilise pas, on ne le renverse pas totalement. On fait juste l'équilibrer beaucoup plus pour que l'enfant se sente à l'aise à l'école. Et c'est ça le but de la cette réforme. Mon premier argument, Monsieur le Président, est que c'est un argument pragmatique. C'est exactement ça. Le rapport de force doit être changé par rapport à l'enfant. L'enfant doit être au centre du système d'éducation. Et mon deuxième argument, c'est de faire en sorte que l'enfant crée un sentiment d'appartenance à son école qui est essentiel aussi à son éducation. Et ensuite, je vais réfuter les arguments qui nous ont été présentés et rappeler les arguments qui sont restés intacts de ma collègue. Mon premier argument,
Pourquoi il y a un rapport de force actuellement? L'enfant arrive à l'école chaque matin, il s'assoit et on lui donne de l'information, mais inconsciemment, on l'endoctrine, on l'aliène et on le force à faire des choix qui ne sont pas les siens. Ses conditions d'études ne les déterminent pas. Son environnement de travail ne le détermine pas. C'est le sport qu'il va faire, pas toutes les activités parascolaires, toutes ces activités-là qui sont liées à son éducation, il n'a aucun rapport de force pour ses décisions. Ses parents prennent des décisions pour lui, ses professeurs prennent des décisions pour lui, et au moment où les décisions se prennent, c'est les parents et les professeurs qui vont se réunir sans l'enfant, généralement, pour essayer d'évaluer c'est quoi ses compétences carrières. Au contraire, nous, on est en train de dire qu'il faut mettre en place un système où l'enfant peut commencer petit à petit à voir c'est quoi son intérêt particulier en faisant du essai-erreur s'il le faut, mais commencer à comprendre c'est quoi son intérêt dans chaque cas. Je vais vous donner un exemple particulier. En Philippines, il y a des syndicats d'enfants parce que les enfants travaillent. C'est exactement la même chose qu'on est en train de mettre en place ici. C'est-à-dire, ces syndicats d'enfants en Philippines, pour que les enfants puissent avoir des conditions de travail, pour toucher exactement les mêmes points que je vous ai apportés, ben, c'est les enfants qui les négocient avec leur patron pour pouvoir aller à l'école. Nous, ce qu'on est en train de vous dire, que ces syndicats d'enfants-là peuvent exister parce que les enfants philippines peuvent le faire, pourquoi nos enfants ne peuvent pas le faire, et ces conditions-là ne sont pas pour aller à l'école, pour avoir des heures d'école, d'apprentissage, mais simplement pour leur permettre d'avoir une meilleure éducation. Passer à mon deuxième argument, Monsieur le Président, je vais prendre votre question. Pourriez-vous différencier la différence entre l'endoctrinement et l'éducation? Ben, c'est juste se responsabiliser. C'est vraiment ça la différence. Notre mesure prise en place fait en sorte que les enfants sont beaucoup plus responsabilisés dans notre système d'éducation actuellement. Deuxième argument, très rapidement, Monsieur le Président, c'est le sentiment d'appartenance, qui est essentiel à l'éducation et au fait que les enfants sont motivés dans ce système-là. Actuellement, toute la logique même du système d'éducation, c'est d'être compétitif. L'enfant arrive et il doit se battre à chaque moment. Dans ses sports, pour ses notes, il est toujours frustré, toujours mis dans une situation où il ne peut pas développer de la solidarité. Ce que nous on dit, c'est qu'il faut casser ce chaîne de compétitivité qui fait en sorte qu'il y a des enfants qui ont des burn-out actuellement. Nous, on est en train de dire qu'il faut qu'ils soient beaucoup plus solidaires et le plus jeune qu'ils l'apprennent, c'est le mieux que c'est. Actuellement, l'union fait la force est un principe fondamental qui s'apprend avec le temps. Et ce temps-là, c'est bien de commencer le plus tôt possible pour qu'ils l'apprennent. Les enfants sont dans un système tellement mis en place sur le bullying que actuellement, la loi qui court, c'est la loi de la cour d'école. C'est la loi de la jungle. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'une solidarité peut se créer et ces enfants-là peuvent être responsabilisés par eux-mêmes. Je vais passer à la récitation très rapidement. On nous a dit que c'était une critique avant les acquis. Nous, on croit que fondamentalement, un enfant peut exprimer un besoin. Et ce besoin-là, on n'a pas besoin de connaissances pour l'exprimer. Savoir que j'ai envie de faire du sport, je n'ai pas besoin de connaissances pour l'exprimer. Est-ce qu'on dit qu'il faut un véhicule pour permettre à ce besoin-là de s'exprimer et d'avoir un certain rapport de force? Ce qu'on dit, l'enfant n'a pas besoin d'apprendre tous les concepts de la philosophie et de la démocratie pour exprimer un besoin. Il a simplement besoin de l'exprimer, il a un véhicule concret pour qu'il se réalise. C'est exactement ce que la mesure lui permet de faire. Ensuite, on a dit qu'on va débattre des biens, que ça va être un jeu, Monsieur le Président. Et si c'était un jeu, est-ce que ce serait si mal que ça? Est-ce que notre éducation actuellement ne fonctionne pas sur les jeux? Est-ce que la plupart des modes d'évaluation qu'on a, qui fonctionnent et qui raccrochent les enfants, ne sont pas des jeux? Plus ils apprennent jeunes, et c'est ça qu'on est en train de dire, plus ils apprennent jeunes et plus c'est efficace. Et si c'est un jeu, au début ça rentre de manière inconsciente, mais ça fait son bout de chemin. Et éventuellement, quand il va arriver en 6e année, il va avoir des applications efficaces. Et quand il va rentrer au secondaire, il va avoir des applications efficaces. Quand il va être sur le système, quand il va avoir 18 ans, il va avoir c'est quoi les applications efficaces de ce jeu qu'il a appris au fur et à mesure. J'ai rappelé les arguments très pertinents que ma collègue vous a mentionnés. D'abord, la politique, ça s'apprend jeune. Plus elle s'apprend jeune, plus elle est efficace. Donc, on vous dit que le système qui permet aux enfants d'apprendre des concepts de politique qui sont de base, soit la solidarité sociale, ben, il faudrait le mettre en application, et ça fait longtemps qu'on aurait dû le mettre en application. Ensuite, ça crée une culture syndicale, là. Ça aussi, ça s'apprend jeune. Plus on veut assainir la culture syndicale en faisant en sorte justement d'en faire un jeu à la base qu'on inculque inconsciemment, puis qu'éventuellement il y a beaucoup plus de respect lorsqu'il faut négocier ces conditions de travail-là, lorsque chacun des parties a déjà pris la place de l'autre. Et finalement, il y a un transfert de compétences des enfants qui apprennent à d'autres enfants. Je ne peux pas parler de meilleur exemple où
l'enfant est responsabilisé par rapport à lui-même, par rapport à ses pairs, par rapport à ceux qui vont être dans sa condition. C'est essentiel. Monsieur le Président, nous, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est une technique qui fonctionne en marketing. C'est la technique du McDo. McDo, comment ça fait qu'on mange tous du McDo? C'est parce que plus on est jeune, on l'acquiert rapidement. Et on s'habitue à ça, puis on crée un certain besoin par rapport à ça. C'est exactement ce qu'on fait. On veut faire en sorte que les enfants aiment leur démocratie, aiment leurs mouvements syndicaux, ils comprennent l'intérêt de les défendre et de respecter ces principes-là. L'opposition est incapable de nous dire pourquoi les actes, qu'est-ce qui nuit exactement à ce système-là. Ben, c'est si ça fonctionne, on aura des meilleurs systèmes syndicaux, une meilleure démocratie. Merci. J'invite le chef de l'opposition pour son discours de 10 minutes. Première minute, Monsieur le Président et Madame la Présidente, membres du gouvernement.